Bonjour. Après une première semaine consacrée donc au contexte et au concept de mobilité, nous allons au cours de cette semaine maintenant nous intéresser au système de mobilité, l'organisation des espaces urbains, les infrastructures de transport urbain, l'offre de services de transport qui sera abordée en deux leçons, l'offre de services publics de transport et l'offre de services privés non formels de transport. Et enfin, nous terminerons par le jeu des acteurs dans le milieu du transport. Dans une des premières leçons sur le contexte de l'urbanisation en Afrique, nous évoquions l'étalement, donc l'expansion spatiale rapide qui avait animé les villes à partir des années 70, presque à l'échelle de toute l'Afrique. Alors, et là, nous allons maintenant voir comment est-ce que ces espaces urbains sont aujourd'hui organisés. Pour ce faire, nous allons d'abord euh, observer quelques plans de ville avant donc de revenir sur les traits organisationnels donc de ces espaces urbains. Ensuite, nous passerons aux facteurs explicatifs de l'organisation de cet espace. Et enfin, nous allons voir les contraintes et les avantages pour la mobilité que cette organisation-là des espaces urbains africains pose. Alors, nous allons prendre pour exemple deux plans de ville. Le plan de la ville de Dakar et le plan de la ville de Niamey pour analyser donc cette organisation de l'espace. Si nous prenons l'exemple de Dakar, donc qui a une position littorale, donc c'est une position de presqu'île en bordure donc de l'océan Atlantique. Comment s'organise cet espace? Nous avons à l'extrême sud une zone où nous avons une concentration de l'espace commercial, de l'espace industriel et de l'espace d'activité tertiaire et quaternaire. Et nous avons maintenant ensuite une extension de l'agglomération en direction de l'Est. Ceci pose déjà un problème parce que pour Dakar, nous avons une extension quasiment unidirectionnelle. Alors, si nous prenons l'exemple de la ville de Niamey, nous avons un centre-ville donc qui est sur les berges du cours d'eau, et ensuite nous avons pratiquement tout autour en cercle concentrique les différents espaces donc de la ville qui s'étendent en auréole autour donc de ce centre que nous avons sur le plat qu'on appelle ici le plateau 1. Quels sont les traits organisationnels qu'on peut tirer de l'observation de ces deux plans? Ici, nous avons le premier schéma organisationnel des villes littorales. Alors, vous avez donc d'ouest en est la superposition des couches d'extension de la ville. Donc, vous avez à l'ouest, en bordure de l'océan, sur une zone relativement étroite, vous avez le centre-ville originel, ce qu'on appelle l'escale, qui regroupe la zone portuaire, la zone commerciale, la zone administrative. Donc, tout terre se retrouve. Ensuite, on a une deuxième auréole. Cette auréole qui est constituée par la ville indigène
donc de l'époque, donc c'est aujourd'hui les quartiers populaires, mais quand même structurés donc de l'espace urbain. Et de plus en plus maintenant, on va vers l'est, on va vers la périphérie urbaine. Et dans cette périphérie urbaine, il faut noter justement ces noyaux autochtones, donc des villages autochtones qui ont été gagnés par l'urbanisation avec l'expansion de la ville. Et cet espace donc est structuré justement par deux axes de circulation ou bien deux axes de transport, quel que soit le mode. Nous avons un axe littoral, en général c'est une corniche. Ensuite, nous avons perpendiculairement un axe orienté est-ouest. Et généralement, cet axe peut être multimodal, il peut être routier, mais également ferroviaire aussi, donc qui se retrouve sur cet espace. Et donc, il y a une convergence à travers un seul axe donc de transport qui va innerver la ville, mais seulement quand on arrive au niveau de l'escale. Alors, on verra tout de suite quelles sont les contraintes que ça pose ou les avantages possibles. Nous avons maintenant l'autre schéma, ce schéma qui illustre un peu ce que nous avons vu avec Niamey. On aurait pu avoir la même chose si on avait regardé, par exemple, un plan de la ville de Ouagadougou ou bien un plan de la ville de N'Djamena. On pourrait avoir exactement à peu près la même structuration. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un centre-ville, ce qu'on appelle l'escale, et en auréole, en couronne autour de ce centre-ville, les extensions successives donc de l'agglomération, avec une première colonne relativement lotie, parce que c'était un peu la ville indigène avec un lotissement sommaire, mais par la suite, après les indépendances, il va y avoir d'autres lotissements qui vont venir donc élargir cette couronne jusqu'à ce qu'on arrive donc dans la couronne périphérique, et cette couronne périphérique où sont situés les noyaux traditionnels qui sont en train d'être gagnés par l'urbanisation. Et cet espace est structuré autour d'un axe fort, lourd de transport qui peut être multimodal. Donc, on a à la fois la route et également le chemin de fer. Et tout le reste de l'agglomération, donc, est lié. Donc, des lieux de cette agglomération sont liés donc au centre à travers donc des infrastructures routières de desserte interne. Quelles sont les contraintes et avantages de cette organisation des espaces urbains sur la mobilité? Alors, la première chose, c'est que pour le cas des villes littorales, il y a une distanciation de plus en plus grande entre la centralité fonctionnelle et la centralité géographique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va observer que de plus en plus de populations vont être éloignées du centre. Ça, c'est un premier aspect. Pour ce qui est des villes intérieures, par contre, nous avons l'avantage de ce plan radioconcentrique qui peut être une source d'équité, donc pour l'accès au centre, pour les populations les plus éloignées qui ne viennent pas forcément donc d'une même direction. Et ceci a un effet sur l'accessibilité du centre. Mais seulement, il y a une contrainte donc de ces villes étalées, c'est la contrainte et qu'il y a
qu'une voirie d'accès majeur, un axe majeur donc d'accès au centre, et que donc ceux qui sont en dehors de la polarisation de cet axe vont avoir des contraintes pour accéder au centre-ville de l'agglomération. Alors, deux facteurs expliquent cette organisation donc des espaces africains. Nous avons les enjeux coloniaux qui se poursuivent même après les indépendances et le site d'extension. En effet, les enjeux coloniaux se retrouvent même dans cette logique coloniale. Et cette logique coloniale, donc, qui est bien décrite par Pierre Vincier, qui disait en fait que c'est pour des raisons économiques et politico-militaires que les autorités coloniales ont toujours choisi les villes, un site favorable à l'installation de quelques milliers d'habitants, et donc comme le plateau de Dakar ou le plateau d'Abidjan, et ensuite pour abriter un port, généralement en eau profonde. Alors il disait qu'en fait, ce sont les deux éléments clés sur lesquels s'appuyaient donc les colonisateurs pour créer donc des comptoirs ou des ports sur les côtes africaines. Et seulement, c'est devenu un enjeu dans la mesure où il y a une logique nationale qui est arrivée après les indépendances, mais qui n'a pas rompu avec celle d'hier. Hein? En ce sens, comme je disais dans un article en 2001, qu'après les indépendances, les nouvelles autorités nationales n'ont ni repensé ni rompu avec l'urbanisme colonial. Dans la mesure où les plans d'aménagement, les plans d'urbanisme de l'après-indépendance n'ont pas rompu avec les plans d'urbanisme qui ont été élaborés durant la colonisation. Et donc, les villes ont suivi la même évolution qui était impulsée depuis la colonisation. Même si beaucoup mettent en avant le développement endogène, le développement régional, on n'a pas, comme il y a eu quelques cas, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Abuja, donc certaines autorités politiques qui ont repensé la nouvelle capitale d'abord en la délocalisant par rapport donc à la métropole économique coloniale en général portuaire. Le deuxième facteur d'explication des contraintes donc se retrouve dans les sites d'extension. Donc, dès que les espaces favorables ont été entièrement occupés, alors la conséquence est que l'expansion spatiale de nombre de villes africaines se sont faites sur des aires qui ne sont pas constructibles. Donc des aires, comme disent les urbanistes, les aires non aedificandi. Et ceci, on le voit, toutes ces villes qui sont construites dans des zones marécageuses, l'exemple de Dakar en est un, donc une bonne partie de l'expansion de la ville après les années 80 s'est faite sur des dépressions hydromorphes. Alors, certainement, nombre d'entre vous ont vu à travers l'actualité donc les inondations qui ont été et leur gestion qui ont été au centre de l'actualité au Sénégal de ces dernières années. Les contraintes donc liées à cette organisation de l'espace sur la mobilité va être encore amplifiée par ce contexte dans lequel on se trouvait dans les années 80-90, donc c'est l'ajustement structurel. Donc, en procédant à l'ajustement donc, structurel des économies nationales, alors il y a comme effet une compression des ressources budgétaires et
cette compression des ressources budgétaires qui a comme conséquence une baisse des investissements. Alors, et va arriver une deuxième période, une deuxième phase qui va suivre donc cette phase d'ajustement structurel, notamment des transports. Ce sont la phase des projets sectoriels de transport. Et c'est cette deuxième phase qui va permettre de commencer à réinvestir donc sur aussi bien les infrastructures que sur l'amélioration donc des moyens donc de mobilité donc de ces citadins africains. Qu'est-ce qu'on peut retenir après ce tour sur l'organisation des espaces africains? Alors, on peut retenir deux choses. La première, c'est que le divorce entre la centralité fonctionnelle et la centralité géographique est source de difficultés dans la mobilité urbaine. Et la deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que au cours des années 80, 90, donc, il y a déjà un déficit d'investissement sur les infrastructures qui n'ont pas été faites durant la période coloniale et qui, du fait des contraintes des premières années de l'indépendance liées aux crises économiques, nos États n'ont pu le faire et donc un retard d'investissement sur les infrastructures qui également va avoir son effet sur la mobilité des citadins. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette leçon sur l'organisation des espaces urbains donc en Afrique et sur ces espaces urbains donc qui vont être les supports de la mobilité et donc les supports justement des infrastructures de transport que l'on va voir à la prochaine leçon. Au revoir.